La section 2, 4 km 300, nous fait quitter le boulevard Poniatowski et nous allons emprunter la rue des Meuniers. Cette section 2 concerne le tronçon Porte de Charenton-Gare d'Austerlitz. La rue des Meuniers est ainsi appelée parce qu'en 1728, c'était un chemin qui menait à un moulin à vent. Le quartier faisait autrefois partie, avant 1860, du village de Bercy. Il a été annexé par la commune de Paris. On arrive à une passerelle qui franchit la petite ceinture, datant de 1854. Ce serait une bonne idée d'aménager ça pour en faire un lieu de promenade. Redescendons de la passerelle. Nous croisons un axe important, creusé en 1862 par le baron Haussmann, l'avenue du général Michel Bizot. D'apparence anodine, cet axe part de la porte de Charenton et était destiné à relier les 12e, 20e et 19e arrondissements. La rue des Meuniers se poursuit au-delà de l'avenue du général Michel Bizot. L'endroit ne témoigne pas d'une grande fantaisie architecturale. Nous sommes à cet endroit au niveau de la rue de Fécamp. Un ancien ruisseau venant de Montreuil, passant par la porte de Montempoivre, coulait à cet endroit, que l'on surnommait la vallée de Fécamp. Alignement cage à lapins, qui s'aligne sur 100 mètres et compte 12 étages. Nous atteignons la rue des Jardiniers, qui offre plus de cachets que les rues précédentes. En face, la rue de Madagascar. Mais c'est toujours rue des Meuniers que nous poursuivons. Nous parvenons à l'un de ces charmants petits coins dont Paris est truffé, la rue Jules Pichard, qui est en fait une impasse. Une humoristique borne indique « poste de secours contre la soif ». Il y avait une buvette à cet endroit autrefois. Les façades de ce côté sont plus agréables à regarder que celles qui sont en face, que voici dans toute leur horreur. On poursuit jusqu'à la rue de la Brèche aux Loups. Bel immeuble à l'angle de la rue Nicolai. La rue des Meuniers se termine par un immeuble de 1913. La porte est encadrée de décrotoirs en creux. Nous voici au bout de la rue des Meuniers et nous allons prendre la rue de la Brèche aux Loups pour aboutir aussitôt dans la rue de Vatignies. Les immeubles post-haussmanniens de la rue de Vatignies sont assez monotones. En prenant du recul, nous pouvons admirer un autre aspect de la maison 1913 du bout de la rue des Meuniers.
Nous aboutissons à un important carrefour où débouche la rue de Charenton. Les immeubles ici sont plus huppés. La rue de Charenton que voici est séculaire. Elle reliait la capitale à Melun et à Lyon. Sur la gauche, nous prenons la rue des Fonds Verts. La rue des Fonds Verts, qui était une ruelle avant 1845, est ainsi appelée parce que c'était ici que s'achevait le fameux vallon de Fécamp. On parvient au niveau de la rue Proudhon, 1839, qui a été recouverte par les voies du chemin de fer de la gare de Lyon. Avant le tunnel, la rue Coriolis. Dans le tunnel, long de 110 mètres, une marque indique le niveau de la crue en janvier 1910. Rue de la Seine. Ce sont les voies des gares de Paris-Lyon et de Paris-Bercy sous lesquelles nous sommes passés. Nous sommes parvenus au niveau d'un immeuble en arc de cercle qui ferme la place La Chambaudille. Avant 1867, la place La Chambaudille était appelée place de l'Église. En effet, en son centre, on trouve l'église Notre-Dame de la Nativité ou Notre-Dame de Bercy. L'église ayant été incendiée lors de la Commune, celle-ci a été reconstruite en 1873 avec les pierres de l'ancienne église. Cette modeste église possède un fronton triangulaire et 4 colonnes à chapiteaux doriques. À côté, l'une des 48 casernes de la brigade de Paris, le centre de secours de la Nativité. Nous franchissons la rue de Bercy, autrefois rue principale du village de Bercy, appelée également Vieux Chemin de Charenton. Un de ces petits détails comme j'adore dans Paris. Ça, c'est de la création artistique. Engageons-nous dans la rue Baron-le-Roi. Les façades toutes neuves de la rue Baron-le-Roi sont compensées par de très vieux platanes. La rue Baron-le-Roi, autrefois Gabriel Lamé, donnait accès à la gare de marchandises située plus haut, tout en longeant la clôture des entrepôts de vin. On s'engage dans la rue de l'Aubrac où se trouve la maison de l'Aveyron, ce qui est logique. Voici un beau platane au tronc noueux.
Nous nous approchons de la rue de l'Ambroisie et du parc de Bercy. Voici pour la promotion d'un très beau département. Dans la direction du parc de Bercy, nous rencontrons tout d'abord la nouvelle rue Gabriel Lamé. Encore un beau platane qui étend sa ramure au-dessus de la rue. La rue de l'Aubrac piétonne s'étend jusqu'à l'entrée du parc. Nous débouchons rue de l'Ambroisie, qui longe le parc de Bercy. Sur la gauche, les anciens chais l'Heureux de la rue des Mâconnais. On pénètre dans le parc de Paris-Bercy. Les anciens entrepôts de vin de Paris sont devenus un des poumons verts du sud-est de la capitale, avec le bois de Vincennes. Cette partie du parc de Bercy est le jardin romantique. On s'engage aussitôt à gauche dans une allée dallées et incrustée de plots de lumière. La rue de l'Ambroisie avec ses restaurants jouxte le parc. L'allée que nous suivons fait partie de la trame de desserte interne du parc, rigoureusement orthogonale et en parallélisme avec la voirie externe. À ce niveau, nous apercevons la maison du lac. Nous sommes à proximité des anciens chais Cours Saint-Émilion. Nombreux restaurants. Un tertre a été aménagé. On peut monter à son sommet. La maison du lac, ancien local des équipes de surveillance, abrite à présent des conférences et des expositions temporaires de la direction des parcs et jardins. À cet endroit se trouvent des chênes lièges. Nous trouvons à cet endroit le site de l'amphithéâtre, gazonné mais souffrant de la sécheresse, et dont les talus sont d'habitude abondamment fleuris. Verveine. En tournant autour du bassin de la maison du lac, on parvient à un bosquet de bouleaux. On voit encore des traces des rails des anciens entrepôts à vin de Bercy. On s'engage sur le petit tertre.
Le sentier sinue. Sur ce tertre, nous sommes au-dessus du lac du Jardin romantique. Redescendons du tertre. Face à nous, un espace réservé aux petits. L'espace des enfants est encadré de charmilles. Sur la droite, la chaussée aboutit au canal. On emprunte les 60 marches de la passerelle qui enjambe la rue Joseph Kessel, ancienne rue de Dijon. Le sommet. D'un côté de la rue Joseph Kessel apparaît le pont de Tolbiac. De l'autre côté, on voit les 4 colonnes de l'église de Notre-Dame de la Nativité que nous avons vue tout à l'heure. Après la rue Joseph Kessel, nous accédons à la seconde partie du jardin romantique dans le parc de Bercy. La glycine s'accommode bien du béton. Nous allons poursuivre en ligne droite jusqu'à trouver la passerelle Simone de Beauvoir pour franchir la Seine. L'endroit est très reposant, si ce n'est la sollicitation des canards qui vous demandent du pain. Le parc est semé de platanes séculaires qui ornaient autrefois les entrepôts à vin. Un beau gîte aux insectes. La maison du jardinage.
Le jardin Yitzhak Rabin. Les allées et leurs rails préservés. La maison du jardinage est un vestige des ruines du château du Petit Bercy. Pavillon du feu. Dans le secteur, les carrés de verdure se multiplient. Belle perspective. Belle remontée des roses. Celle-ci embaume furieusement. Le parc romantique, le jardin romantique s'achève ici. On pénètre alors dans la grande prairie. On remarque la rangée des chênes fastigiés, c'est-à-dire en fuseau. La grande prairie, accessible à toute heure, est constituée de pelouses ornées de nombreux platanes. Un escalier de 54 marches permet d'atteindre à la terrasse ouest. On aperçoit la structure du palais omnisport de Paris-Bercy. Allons voir enfin la Seine, par la passerelle Simone de Beauvoir. En principe, des cascatelles fonctionnent à cet endroit. Mais sécheresse oblige, on doit faire des économies. Nous nous trouvons sur la terrasse esplanade, élargie à cet endroit. Elle s'orne de curieuses statues. Nous allons rejoindre la rive gauche par la passerelle Simone de Beauvoir, toute récente. La passerelle recouverte de bois ondule. Elle nous mène à la Bibliothèque de France, François Mitterrand. Cette structure est audacieuse. En aval, on aperçoit le ministère de l'Économie et des Finances. Le métro aérien passe sur son viaduc, sur le pont de Bercy. En amont, c'est le pont de Tolbiac. La passerelle Simone de Beauvoir donne vraiment l'impression d'une vague ondulante. La piscine Joséphine Baker est installée à cet endroit. Les bateaux-mouches circulent jusqu'au niveau de la Bibliothèque de France. Tous ces quartiers du 13e arrondissement ont fait l'objet d'un profond remaniement ces 10 dernières années. C'en est fini de la mode des cadenas sur les grillages des ponts de Paris, notamment le pont des Arts. Il faut dire que cela représentait un poids considérable. Belle vue sur le ministère des Finances. On peut y accéder en bateau-bus.
ces quartiers en amont de la gare d'Austerlitz et qui étaient autrefois hideux et industrialisés sont désormais revitalisés. La bibliothèque voulue par François Mitterrand. Chaque immeuble s'ouvre comme des livres ouverts. Descendons au niveau des quais. Le nouveau quartier de Tolbiac. On voit de l'autre côté que le parc de Bercy est protégé du bruit par une muraille. Les possesseurs de cette péniche ont la main particulièrement verte. D'en bas apparaît la structure de la passerelle Simone de Beauvoir. Sous la passerelle Simone de Beauvoir. On recycle tout. On va quand même éviter de faire le grand. Tout est récupéré. Rive droite, le palais omnisport de Paris-Bercy. Les nouveaux quartiers de Paris-Tolbiac. On quitte la proximité de la Bibliothèque de France. Le pont de Bercy date de 1864. Le viaduc du métro qu'il recouvre date de 1904. Franchissons le pont de Bercy. Au-delà se trouve le port d'Austerlitz. Belle vue sur le ministère de l'économie et des finances. Il y a une plateforme où un hélicoptère peut atterrir, mais on peut également en partir en bateau-bus. Avant 1806 se trouvait ici le territoire du hameau misérable des Deux Moulins. Il a été alors rebaptisé Austerlitz à cause de la victoire de Napoléon et il a été englobé dans Paris alors qu'il dépendait autrefois de la commune d'Ivry.
Le bâtiment du ministère de l'économie et des finances date de 1989. De nombreuses péniches sont amarrées dans ce secteur. Curieux immeuble. On chemine sous la série des entrepôts. Nous voyons ici que ce n'est pas le coin le plus séduisant de Paris. Tous ces anciens entrepôts qui datent de 1906 sont destinés à accueillir à terme des centres culturels. Une ambiance étrange. On s'essaie au dessin. Les styles de construction ne sont pas toujours très heureux. La philosophie s'épanouit sur le béton. Les bâtiments modernes en face, rive droite, sont ceux du quai et de la rue de Bercy. Et à noter cet immeuble courbe qui correspond aux nouveaux locaux de la RATP. Entre deux tours, il faut bien regarder. On peut apercevoir la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Devant nous, on peut apercevoir un pont qui s'apparente à une aile d'avion. Il s'agit de l'un des derniers ponts de Paris, le pont Charles de Gaulle. Le siège de Natixis et de la SNCF. Nous allons passer sous le pont Charles de Gaulle et nous allons arriver à proximité de la gare d'Austerlitz. Le pont Charles de Gaulle a été inauguré en 1996. Et voici une péniche qui est l'hôtel Austerlitz. Face à nous, le viaduc du métro. Sur la gauche, la grande verrière de la gare d'Austerlitz. Le viaduc du métro d'Austerlitz date de 1905.
On quitte la voie sur berge, on remonte sur le quai. Face à nous, le pont d'Austerlitz. Austerlitz est le nom allemand d'une commune désormais tchèque, Slavkov. C'est là qu'en 1905, Napoléon Bonaparte a remporté une victoire sur les Austro-Russes. Place Valubert. Sur la rive droite se trouve le bâtiment de l'Institut médico-légal, la morgue. Ici se termine la section 2, porte de Charenton, gare d'Austerlitz. La randonnée se subdivise en deux branches, le GR Ville et le GR Berge. Nous allons faire le GR Ville. Pour le GR Berge, rendez-vous à la section 10.